Ok, superbe. Bonjour, merci beaucoup de nous rejoindre après la pause. Et puis donc ce matin, dans ce talk, on va s'intéresser en fait au challenge pour tester, développer, exécuter en fait une application cloud sur plein d'environnements différents et en fait pouvoir la mener en toute sérénité depuis votre laptop jusque l'environnement centralisé, QA, pré-production, production, etc., etc. Alors avant de commencer, est-ce qu'il y a des devs dans la salle? Est-ce qu'il y a des devs qui ont déjà prononcé la phrase « ça marche sur ma machine » D'accord. Est-ce qu'il y a des devs qui n'ont pas prononcé la phrase mais qui ont pensé très fortement « mince, ce truc-là, je ne l'ai pas testé mais ça devait passer en théorie ». Ouais. Est-ce qu'il y a des ops? Très peu. Quelques ops qui se sont dit un jour « ces devs, ils ne connaissent même pas la configuration de l'environnement de prod ». Non? Ah si, c'est des ops super gentils, super bienveillants. Ok, donc le but de ce talk, c'est de vous introduire en fait des pratiques, des outils qui vont donner en fait des super pouvoirs à votre application, qui vont la rendre résiliente, mais qui vont aussi lui donner en fait un niveau d'abstraction supplémentaire pour la rendre portable, en fait, afin justement d'éviter ces fameux drifts entre différents environnements. Pour autant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne pas négliger en fait l'expérience développeur, en essayant aussi de lui simplifier la vie, et puis de le mettre en position en fait, de pouvoir tester tout ça de la façon la plus complète, la plus sereine possible, afin justement d'être sûr qu'on ne va pas introduire de breaking change et qu'on ne va pas avoir affaire à des drifts entre différents environnements. Ok? Allez, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet. Démo. Je vais vous présenter donc l'application qu'on va utiliser pour illustrer tout ça. Aujourd'hui, on va commander des pizzas. D'accord, donc c'est juste pour que vous voyez le flow. J'ai une application qui est déployée complètement ici. Vous voyez, elle dépend de différents composants. J'ai un store, je fais du PubSub. J'ai une cuisine, j'ai un service de delivery et je peux commander ma pizza, placer ma commande. Et puis j'ai un petit workflow qui se déroule. J'ai enregistré la commande et puis j'ai envoyé la commande à la cuisine qui va mettre un temps de préparation. Elle a été très rapide. Puis finalement, ça a été envoyé au service de delivery qui va prendre son petit vélo et qui vous emmener ça jusqu'au dernier kilomètre. Ça y est, l'order est complet. C'est arrivé chez vous, vous avez votre pizza pepperoni. Vous voyez le principe, super simple. Ok. Donc, ce Pizza Store, on va dire qu'on l'a fait, on a été joueur, on l'a fait un peu en microservice. 3 composants principaux. Le store qui prend la commande, une cuisine, un système de delivery. Ces 2 composants-là, ils sont simplement ils sont appelés avec des API REST. D'accord? Et eux, en fait, ils vont travailler de façon asynchrone, ils vont émettre des événements qui sera capté par justement le composant principal, le store, qui va retransmettre l'information au front-end pour là avoir cette petite animation jolie avec des WebSockets pour suivre la progression du workflow. Alors tout le code que je vais montrer ce matin, tout est disponible du coup sur ce repo GitHub, donc n'hésitez pas à aller voir après si vous voulez rentrer dans les détails. Le workflow, ici de façon très naïve, d'accord, je commande une pizza, donc je sauvegarde ma commande, j'envoie l'ordre à la cuisine, qui me retourne la liste des items qui sont prêts, j'envoie tout ça au client, il est content, l'ordre est complet, je peux mettre à jour la base, c'est fini, je passe au suivant. J'espère que j'en fais un suivant en parallèle, je suis capable de faire ça. Si on regarde les choses un petit peu plus près, puis on rentre, c'est un peu de la vue logique, mais on rentre un petit peu dans le détail technique, ben, voilà, nous on a choisi d'avoir un petit broker Kafka pour faire ça. Et puis, effectivement, se dire, bah, du coup, dans mes composants, il faut que j'intègre un Kafka client, il faut que j'intègre aussi un driver JDBC, parce que, bien sûr, je vais rendre tout ça persistant, et puis sauvegarder le statut de mes différentes commandes, ma progression, etc., etc. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, avant de continuer à complexifier les choses, voilà un petit mot sur qui je suis, ma vie, mon œuvre. Voilà, donc moi j'ai commencé ma carrière, je vais passer une quinzaine d'années dans tout ce qui était financial services, donc banque et assurance, avant de passer chez les cloud vendors et avant finalement de faire de l'open source full-time. Bien sûr, j'adore tout ce qui est distribué. Comme j'ai un certain âge, j'ai fait des choses qui s'appelaient
de la SOA, des ESB, vous vous souvenez. Voilà, avant de m'intéresser à des choses plus légères, comme tout ce qui tourne autour des API et des API asynchrones. Je suis contributeur open source, je vais vous parler d'open source ce matin. Et je vais remercier mon sponsor, l'entreprise qui me paye, c'est Postman, qui me permet de travailler sur ces projets à plein temps. Donc si vous avez des questions sur le produit, si vous avez des récriminations par rapport au plan payant Postman, ne venez surtout pas me voir, je ne saurais pas du tout vous aider. C'est pas du tout mon domaine, moi je suis focus sur uniquement la partie open source chez Postman. D'accord. À côté de ça, j'adore les pâtisseries, je suis un cuisinier, mais aujourd'hui on parlera pizza, dommage. Donc, notre pizza store, aujourd'hui, il est naïf, mais on imagine que pour le rendre un petit peu enterprise, il va falloir l'upgrader. D'accord. Donc, on va devoir se concentrer un petit peu sur, par exemple, nos connection pools. On va devoir se dire, peut-être que j'ai besoin de caching à un moment. Je vais intégrer un Redis. J'ai besoin de résilience, j'ai besoin de faire des retries, j'ai besoin de faire du circuit breaker, parce que je suis dans un monde complètement distribué. D'accord. J'ai sûrement besoin de récupérer des clés d'authentification, de me connecter à un Vault, un CyberArk, un KMS, ce genre de choses. Donc, naturellement, en fait, mon application, elle va se complexifier. Je peux faire ça en intégrant des librairies. Tout plein de librairies existent et qui font ça. Donc, quand je suis sur une seule application, monostack, je dirais la vie est belle. Par contre, dans vos contextes d'entreprise, vous avez sûrement effectivement du Java, du Node.js, du .NET. Et la difficulté, ça va être de faire ça en fait à l'échelle et d'être sûr que toutes les librairies que vous allez intégrer dans tous ces runtimes, sur tous ces frameworks, elles vont être en fait consistantes et que vous allez réussir à avoir le même niveau de service, quelle que soit la stack. Et c'est là en fait où il y a une approche différente que je vais vous présenter ce matin, qui est l'approche en fait proposée par Dapper. Dapper, c'est un runtime d'application distribuée, c'est un projet CNCF, mais ce n'est pas un projet pour les ops, c'est surtout un projet pour les devs, parce qu'avec Dapper, en fait, on va avoir à disposition des SDK qui vont nous permettre justement de nous abstraire de toute cette partie infrastructure et nous faciliter la vie. Donc tous ces problèmes de résilience, de sécurité, de récupération des crédentials dans un Vault, d'indirection, de discovery de service, de cryptographie des échanges, on va simplement utiliser le SDK et on va laisser Dapper gérer. D'accord. Donc c'est un projet qui est graduated, commence à avoir des belles case studies, donc n'hésitez pas à consulter le site de la CNCF. Donc dans notre démo aujourd'hui, on a du Dapper. Dapper, qu'est-ce que c'est? Si on commence tout en bas, c'est un truc qui marche sur plein d'infrastructures, du Cube, de l'AWS, du GCP, des machines physiques ou virtuelles, qui abstrait l'accès à des databases, à des messages brokers, plein de choses. Et si maintenant on regarde tout en haut, effectivement c'est pour les devs parce qu'on va avoir des SDK hyper légers pour nous permettre justement d'accéder aux services Dapper qui sont au centre sans avoir à se compliquer la vie. Et donc de se dire que toute la partie publish subscribe, state management, récupération de secrets, encore une fois, on va la déléguer au runtime. Donc nous, dans la démo, en fait, on a utilisé tous ces services-là. On va y aller pas à pas. D'accord? N'ayez pas peur. On va commencer par vraiment les basiques. L'invocation de service, le publish subscribe. D'accord? Alors, l'invocation de service, vous l'avez peut-être déjà deviné, mais on va dire le terme, voilà, Dapper, ça se base sur une architecture dite à base de containers sidecar. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, vous sortez de votre application les problématiques de résilience, de connexion, etc., etc. Vous déléguez tout ça à Dapper. Donc typiquement, quand vous allez faire une invocation REST, en fait, vous appelez une API REST invoke en local, puisque le sidecar container, il est au plus près de votre application, et lui va s'occuper du service discovery, de savoir que le service B, il est à tel endroit, qu'il doit être accédé de telle ou telle façon. Il va s'occuper de toute la partie justement MTLS, cryptographie des échanges, etc., etc. Donc typiquement, si on regarde là notre application que j'ai déployée ici, elle est déployée dans un cluster cube. Si je regarde les pods, vous voyez que dans mes delivery, kitchen, tout ça, en fait, dans chaque pod, j'ai bien deux containers, le container de mon application et un micro-container Dapper qui a été injecté au runtime.
Je reviens ici, voilà. Non. Pourquoi? Oui. Donc, techniquement, notre application, maintenant, elle devient, voilà, elle s'est enrichie de petits containers Dapper, juste à côté des containers principaux, et toute la communication se fait en gRPC, MTLS, crypté, avec toute la partie Discovery de service. Qu'est-ce que ça change d'un point de vue impact pour le dev? En fait, pas grand-chose. Ici, si je regarde effectivement la partie qui place mon ordre, enfin qui transmet mon ordre à la cuisine, vous voyez qu'en fait, je continue d'utiliser les frameworks standards, ici le REST template de Spring par exemple, où je pousse mon ordre. Et puis la seule chose que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un petit header ici pour dire c'est le kitchen service que je target, peu importe l'endroit où il se trouve, débrouille-toi. Donc vous voyez, l'invocation de service, super. Oups. C'est marrant ça. Bon, on va faire différemment. Où suis-je? Mais t'es jamais arrivé. Donc l'invocation de service, super simple et en fait très peu d'impact sur votre code. Là, le SDK Dapper, en fait, il est invisible. On va passer maintenant au PubSub. Donc le PubSub, on a un peu le même principe, en fait, c'est le sidecar Dapper qui va s'occuper de gérer cette partie PubSub et qui va vous offrir en fait des API pour abstraire l'implémentation concrète de votre PubSub. Est-ce que vous faites du PubSub sur Redis, sur Nats? Est-ce que vous utilisez Google PubSub? Est-ce que vous utilisez Kafka? Peu importe. D'accord? Là, la même chose, en fait, les événements vont transiter par les sidecars. Et en fait, l'interfaçage entre le sidecar et votre application, ça va rester de l'HTTP. Donc là, hyper simple aussi comme modèle de programmation. Vous avez juste en fait à avoir un endpoint HTTP qui permet de recevoir les événements. Et en fait, tout ce qui va transiter par Dapper, ça va être là aussi encapsulé dans des cloud events qui vont vous offrir toute une partie justement traçabilité, observabilité de vos événements. Donc si je regarde le code, super simple, ici, ma Pizza Kitchen, voilà, si je veux émettre un événement, j'utilise le messaging template standard de Spring, et si je veux recevoir un événement, dans mon Pizza Store ici, voilà, je reçois un événement, et ce que je reçois, c'est un cloud event. Donc là aussi, en termes de paradigme de développement, je reste sur ces choses standards. À la rigueur, à ce niveau-là, même le SDK Dapper, il est totalement invisible. Si vous déployez des choses sur Cube, la chose que vous avez à faire, ou que votre Ops a à faire, votre Platform Engineer a à faire, c'est justement d'écrire simplement l'implémentation concrète de votre PubSub et dire, dans ce cas-là, moi, mon composant PubSub, ça va être un Kafka. Mais ça peut être aussi un Google PubSub, ça peut être un RabbitMQ, whatever. OK? Vous voyez le principe? Bien sûr, sinon ce serait... Bon. Ah, c'est ça. Je crois qu'il faut que je revienne sur le... Voilà, comme ça je récupère un peu plus. On va s'en sortir. Donc, l'intérêt de tout ça, c'est qu'effectivement, tout ça va être interchangeable. Et aujourd'hui, si effectivement vous posez des questions de la meilleure implémentation de PubSub pour votre use case, quelque part, vous offrez, en utilisant Dapper, un niveau d'abstraction supplémentaire. Vous vous donnez la possibilité de dire, aujourd'hui, on déploie sur Amazon et on va utiliser du SQS. Demain, ce sera GCP avec du Google PubSub. Votre application, elle reste la même. Donc, complètement portable. Depuis votre laptop, vous pouvez utiliser du Rabbit, du Kafka, du LocalStack, et ensuite passer à autre chose de façon complètement transparente. Donc, fin de cette partie 1, vous voyez, Dapper va permettre effectivement de répondre à pas mal de challenges des applications distribuées, dans le sens où il va permettre de gérer tout ce qui est voilà, les préoccupations un petit peu orthogonales, la sécurité, la résilience, l'observabilité, puisque, je ne l'ai pas dit, mais avec toute la partie de sidecar Dapper, on va apporter toute une couche OpenTelemetry. Donc si vous mettez ça sur une application qui n'est pas instrumentée encore OpenTelemetry, vous allez de facto récupérer toute cette partie observabilité.
Et puis donc avec Dapper, on va voir aussi toute la partie de gestion cross-environnement, d'accord, puisqu'on devient plus indépendant de l'infrastructure sous-jacente. Ok, donc ça c'est bien pour l'infra. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la partie dev expérience? Parce que bon, on est développeur, on aime la complexité, on aime assembler des briques, voilà, réutiliser des services. Par contre, est-ce que vous avez déjà eu le sentiment que vous étiez déjà allé un petit peu trop loin, quoi, que vous alliez mourir par le poids des dépendances parce que ça y est, vous avez installé la dépendance de trop? Celle qui vous permet plus de tester sereinement au poste de travail et qui vous permet plus de... Voilà, vous devez pouler l'univers entier avant de commencer à travailler, ça devient pénible. Oui, parce qu'en termes de DevEx, ben, il y a quelques années, les choses étaient simples. On avait une stack, on avait une ligne de commande, ça marchait. Puis après, on avait des nouveaux build tools, des nouvelles stacks. On est devenu full stack développeur, on a commencé à faire du NPM, on a voulu jouer avec Go, faire plein de choses. Mais on avait toujours des trucs legacy qui traînaient, vous savez, des vieux make ou des shells. Et donc, enfin, je sais pas vous, mais je trouve qu'en termes de poids cognitif, on a un sacré truc à porter. Et moi, j'ai des tonnes de README partout pour me dire oui, c'est ça qu'il faut faire. Ça. Voilà. Donc là aussi, il y a sûrement des meilleures choses à faire. Problème aussi, c'est vraiment votre poste de dev. Ok, c'est pas simplement vous concentrer sur votre application, vous êtes en train de développer, mais c'est aussi récupérer tous les services. Donc heureusement, il y a les conteneurs. Vous pouvez dire, je peux récupérer un conteneur, c'est facile à pouler. Bon, les services, si on respecte, ils ont chacun leur database. Et puis, si on est dans le monde de l'entreprise, il y a du caching. Il y a du... Voilà. Donc finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un minikube ou un Kime sur votre machine. Et vous brûlez du CPU toute la journée. D'accord. Donc il y a sûrement là aussi des choses plus intéressantes à faire en termes de complexité, en termes de consommation énergétique, en termes de sauvegarde de l'environnement, on va dire, plutôt que d'avoir à changer aussi votre laptop tous les 18 mois, tous les 2 ans. Le problème de tout ça, c'est qu'en tant que développeur, on est aussi un petit peu fainéant, donc voilà, moi j'avoue, des fois ça ne nous encourage pas à tester, donc on se dit bah non, ça on ne teste pas parce que, comme je disais tout à l'heure, en théorie ça devrait passer. Voilà. Ou alors on se dit on va utiliser des frameworks de mock. C'est bien les frameworks de mock, mais les frameworks de mock, il ne faut pas oublier que vous restez dans votre runtime. Vous restez dans votre JVM, vous restez dans votre runtime.NET. Donc, est-ce que vous testez vraiment tout ce qui est sérialisation JSON, connexion network, configuration de vos connexions network? Pas véritablement. Et puis, si voilà, vous ne testez pas en fait, avec l'extérieur, en fait, finalement, vous suivez vos biais cognitifs, vous reposez uniquement sur votre propre compréhension du monde, et puis c'est là que les problèmes peuvent arriver, et que vous vous dire, bah oui, je pensais que ça marchait comme ça, mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Donc, on commence à avoir des solutions depuis quelques années, notamment il y a cette super librairie qui est apparue, Test Container. Est-ce que vous connaissez Test Container? Est-ce que vous utilisez Test Container? Fantastique. Donc, Test Container, allez-y, des SDK sur tous les langages principaux. Et Test Container, ça va être super pour justement vous permettre de popper un Postgre en local, un Kafka en local, un Rabbit en local, super facilement. Souvent, en plus, on trouve des versions des conteneurs qui sont vraiment lightweight. Donc, on reproduit, on a un bon niveau de fidélité en termes de reproduction de protocole, mais on est peut-être sur des runtimes un peu plus légers, donc super intéressant. Le problème, c'est que nos applications ne sont pas faites que de choses sur étagère standard, d'accord? On a tous nos business services. Si je suis le pizza store et que je veux discuter avec la cuisine ou avec le service de delivery, comment je fais? Parce que ça, c'est mes propres API que j'ai développés moi en interne, donc qui ont été développés par mes autres équipes. Et c'est là où on vit dans un monde intéressant. En fait, nos architectures basées sur des services, les services représentent toujours en fait des promesses de fonctionnalités métiers et sont traduites par des contrats. Et la chose intéressante, c'est ces fameux contrats, OpenAPI, GraphQL Schema, peu importe, on va pouvoir justement les leverager et les utiliser pour aussi faciliter la vie du développeur. Et là, c'est tout justement l'objectif du projet sur lequel je travaille, qui est le projet Microx, qui est de fournir en fait une solution complète pour faire du mocking, de la simulation et du testing d'API. Avec une volonté, c'est en fait justement, pour tout ce qui est standard, vous avez des choses sur l'étagère, test container, Kafka, tout ça, ça existe déjà. Pour tout ce qui est built-in ou fourni par des providers tiers, mais des API qui s'appuient sur du REST, sur du SOAP, sur du GraphQL, tout ce que vous voulez, Microx va pouvoir vous offrir la solution.
Donc Microx, on est aussi un projet CNCF, comme Dapper, d'où effectivement cette collaboration. On est un projet Sandbox, un projet qui a été démarré il y a 6-7 ans, et donc on a intégré la CNCF il y a 2 ans environ. Le principe de Microx, ça va être de réutiliser des artefacts que vous avez déjà sûrement dans l'organisation. Vous avez sûrement déjà des Swagger, des OpenAPI, des collections Postman, des vieux projets SoftUI qui traînent. Et l'idée, c'est qu'à partir de tout ça, on va pouvoir les ingérer, on va pouvoir les découvrir sur vos repos Git, et on va pouvoir construire en fait des simulations live et des API, sans avoir besoin de les coder, sans avoir besoin de déployer. On va faire des choses hyper lightweight qui vont permettre à un consumer de commencer à travailler avant que l'API ait été développée peut-être, ou sur une API existante, sans avoir à déployer un environnement complet. D'accord ? L'idée, c'est le plus d'artefacts que vous mettez dans Microx, le plus il devient capable en fait, de vous produire des simulations riches qui vont être vraiment représentatives du comportement de l'API. Et la contrepartie de ça, c'est qu'une fois qu'on va avoir justement ingéré tous ces artefacts, on va être capable aussi de définir, d'utiliser toutes les contraintes, tous les schémas, tout ce qui est défini dans ces artefacts pour créer des suites de tests. Et puis aider le producteur, le provider de l'API aussi à réaliser, à tester son API. Et donc vérifier notamment qu'en cas de nouvelle release, ben voilà, j'ai introduit la 1.2, je suis toujours conforme avec la 1.1, mince. Là, j'ai cassé la compatibilité ascendante avec la 1.0, donc c'est pas bien, on refait un tour. Et bien sûr, tout ça, ben, on va pouvoir l'utiliser au poste de dev, mais on va pouvoir aussi l'utiliser dans la CI. OK ? La bonne chose, c'est que et Dapper et Microx s'intègrent avec Test Container. Donc d'un point de vue dev, là aussi, quel que soit le langage, je fais du Java, je fais du .NET, je fais du Node.js, je vais pouvoir réutiliser cette interface Test Container pour facilement, justement, me recréer des simulations d'environnement complet sans avoir à pouler toutes les dépendances de l'univers, mais continuer à travailler en local avec, justement, des simulations hyper représentatives de mes dépendances. Démo numéro 2. Démo numéro 2, je vais travailler ici en localhost 8080. D'accord, j'ai démarré mon application et vous voyez que j'ai pas tout. J'ai pas tout. En fait, je me concentre sur le composant store. J'ai laissé de côté le reste, Kitchen, Delivery. C'est peut-être développer dans d'autres technos, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de m'occuper de ça. Je sais que je les consomme, mais j'ai pas envie de les déployer. Et puis, je vais pouvoir aussi, là, faire ma petite commande. Et on va voir si tout va bien. Ben voilà. En local, alors là, il était très vite. Ouais. J'ai reproduit exactement le même workflow, comme si mes composants Kitchen, comme si mes composants Delivery étaient là. J'ai testé exactement les mêmes interactions, synchrones, j'ai fait des appels, asynchrone, j'ai reçu des events, mais je n'ai pas déployé tout ça. Je me suis juste focusé sur mon composant, le composant qui m'intéresse. Pour réaliser l'appel d'air, c'est fini. Savoir dans quel repo sont les autres composants, savoir quels sont les Docker images. Vous avez juste besoin de leur définition OpenAPI ou d'une collection Postman qui traîne. Vous arrivez à simuler tout ça. Fantastique. Alors comment on a fait ça? On a fait ça justement avec l'interface Test Container. Alors, comme j'ai débugué juste avant, voilà, je suis ici. Donc là, je l'ai fait en Java. Donc vous voyez, si vous êtes coutumier du Spring et du Java, effectivement, j'ai démarré un container Dapper, j'ai démarré un container Kafka, et puis j'ai démarré un container Microx. Et c'est la même interface, effectivement, de ce container. La seule chose que je lui ai dit, voilà, toi tu vas utiliser ces fichiers-là, la définition de la cuisine en OpenAPI, la définition async API de la cuisine, ça c'est les événements que m'envoie la cuisine, et c'est tout. À partir de là, en fait, tout a été rebindé dans mon application locale. J'ai des endpoints de simulation qui m'ont été fournis par Microx, qui ont été rebindés dans mon application locale, et je n'ai pas à me soucier de la dépendance. Donc je peux tourner tout ça en local. Super. Donc il faut que je revienne là, et voilà. C'est mieux. Alors, ça c'est très bien pour le mock, simulation. Maintenant, est-ce que ça peut nous aider aussi sur la partie contract testing?
La partie contract testing, c'est tout un sujet. La partie contract testing, c'est ce qui, normalement, nous, en tant que fournisseurs du service Kitchen, doit nous permettre de dire, bah oui, ce service, quelque part, il a une interface qui est stable, qui est conforme aux spécifications de base, et ce qui me garantira que quelqu'un voulant s'interfacer avec la cuisine saura s'interfacer avec la cuisine. D'accord ? Donc, le contract testing, c'est pas nouveau. Si effectivement on est très versé dans le TDD et très bon élève sur cette partie test unitaire, on peut en faire depuis des années. Mais la façon typique de le faire, en fait, elle est un petit peu lourde. Et surtout à notre époque où on a des API partout, enfin, pour moi, elle devient complètement ingérable. Comment on fait la plupart du temps? On démarre l'application, on utilise une librairie voilà, qui utilise un client HTTP, donc en Java reste assured les plus connus. Et puis là, on va rentrer dans des boucles et se dire, ben voilà, pour chaque endpoint API, eh bien, je me compose une question, et puis je fais l'appel, et puis je vérifie le statut de la réponse, et puis je vérifie le content type de la réponse, et puis je vérifie les headers de la réponse, et puis je passe la payload, je regarde si c'est du JSON, et puis après je traverse tout mon JSON et je regarde est-ce que tous les attributs sont là. Enfin, et puis je fais ça avec les cas nominaux, les cas à la marge, sur tous les classes des API. Enfin, qui fait ça? Ouais, il y a des élèves, mais ça peut vite devenir ingérable. Donc là, l'idée, ça va être d'utiliser aussi Microx et de voir comment on va pouvoir faire ça de façon beaucoup plus légère, toujours en réutilisant ces artefacts. Bon, je repasse en mode code. Donc vous voyez, en local, j'ai dans mon projet mon API, justement, mon OpenAPI pour mon service cuisine en version 1.0.0. D'accord? Mon container Microx l'utilise, voilà, pas de souci. Et puis, vous voyez, dans cette spec OpenAPI, bah, j'ai des fragments d'exemples. D'accord? Il y a des choses qui me disent, voilà, j'ai décrit ce que c'est un ordre, j'ai décrit ce qui est une réponse. Et en fait, c'est tout ça que va leverager Microx pour justement faire des tests de façon automatique. Donc maintenant, en fait, écrire votre contract test avec Microx, ça va être beaucoup plus simple. Vous allez devoir utiliser alors, un des objets du SDK Microx, test request, où vous allez préparer votre test request. Ce que vous voulez tester, c'est l'interface Pizza Kitchen en version 1.0.0. Ce que vous voulez exécuter, c'est un test de conformance par rapport au standard OpenAPI. Il y a plein de stratégies qui existent. Vous voulez peut-être des tests de différents niveaux, plus ou moins techniques, plus ou moins fonctionnels. Là, on va faire OpenAPI. Et ce que vous allez tester, c'est l'application qui tourne elle-même en local dans votre test. Facile. Comme Microx tourne dans votre test JUnit, par le biais de test container, vous allez pouvoir lui dire, tiens, vas-y, teste-moi sur endpoint, donne-moi un résultat de test, et simplement asserter à la fin, tout s'est bien passé. Quand vous faites ça, en fait, Microx lui analyse le contenu des artefacts que vous lui avez donnés, un ou plusieurs artefacts, il extrait tous les fragments de data, il se recrée en fait un jeu de données consistant, et il agit en fait exactement comme le ferait Rest Assured, mais dynamiquement. Donc en fait, il va se comporter comme un client, exécuter toutes les requêtes, et puis sur toutes les réponses, valider que toutes les réponses sont correctes. Vous voyez, le temps du lancement du container, 500 millisecondes. J'ai testé en fait toute une batterie de tests. Voilà. Là, j'ai deux exemples. Je peux ensuite regarder dans le détail, aller analyser plus dans le détail tous les messages échangés si je le souhaite, mais hyper basique. En fait, par ce biais-là, j'ai simplement fait un test de contrat en écrivant un minimum de code. Donc l'approche, c'est vraiment de se dire, on inclut Microx, l'OpenAPI, on lance un Microx test, et lui se débrouille tout seul. Pour toutes les opérations, pour tous les fragments de données qu'il trouve, il agit comme un consumer, il va faire tous les checkpoints. La chose intéressante aussi, c'est que du coup, vous n'avez plus de drift entre vos tests écrits en Rest Assured et le contrat OpenAPI. D'accord ? Vous savez qu'effectivement, vous n'avez plus qu'une source de vérité, c'est le contrat OpenAPI.
et plus des suites de tests à maintenir en fonction des différents contrats, des différentes versions des contrats. Bien sûr, là j'ai fait sur une version de contrat, mais je peux donner en fait une matrice, donner tout un ensemble, toute une liste de contrats. Donc il me vérifie la conformité par rapport à la 1.2, à la 1.1, à la 1.0, etc., etc. OK? Le contract testing REST, ça va. Pas si compliqué, les gens font du REST assuré. Maintenant, quid du contrat testing pour tout ce qui est async. D'accord? Vous imaginez ce use case, bah, effectivement, ma cuisine a fini la préparation. Quand j'ai fini la préparation, je dois émettre un événement. D'accord? Un cloud event. Si je fais ça, en fait, dans une approche, je dirais, typique, légère, je vais utiliser du mock. Donc, je vais peut-être utiliser EasyMock, des choses comme ça. Et puis, en fait, la seule chose que je vérifie, c'est qu'en fait, au niveau de ma JVM, mon enchaînement, c'est bien fait. OK, j'ai bien appelé le messaging template. OK, le messaging template a été envoyé. Pour autant, est-ce que j'ai véritablement envoyé un événement? Est-ce que cet événement, il est atterri sur le bon topic? Est-ce qu'il est conforme à la spec? Est-ce que mon consumer, lui, sera capable aussi de le désérialiser et de l'utiliser? Donc ça, c'est typiquement des choses qu'on va pouvoir vérifier avec l'approche Microx. Je repasse en mode code. Donc cette fois, on va replier celle-ci. Et on va se concentrer sur cette méthode. Tester qu'un événement est publié sur Kafka et que cet événement est conforme à la spec. Même chose, on va se préparer un objet test request. D'accord? Sauf qu'ici, le service qu'on veut tester, ce n'est pas la partie OpenAPI, c'est la partie Async API. Donc, les coordonnées qu'on donne ici, c'est le Kitchen Events. Vous voyez, le Kitchen Event, il est décrit ici. Pour les gens qui n'ont pas encore bien regardé Async API, c'est la petite sœur d'OpenAPI, mais pour tout ce qui est asynchrone. Publish, subscribe, queuing, on peut décrire ça avec Async API. Donc, dans mon contract test, ici, je vais dire, je suis intéressé par les événements, je vais m'intéresser uniquement à cette opération de réception des événements de préparation. Et mon runner ici, ce n'est pas un runner OpenAPI, c'est un runner Async API. Donc du coup, le endpoint que j'ai derrière, vous voyez qu'il a une tête différente, il n'est plus HTTP, il est Kafka. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser le Kafka qui a été démarré par test container, qui est bindé à votre application. Ici, on va devoir préparer des choses pour un petit peu stimuler notre application. Donc, on prépare un événement. D'accord. Et puis, même chose que tout à l'heure, on va demander en fait au container Microx, s'il te plaît, exécute-moi ce test. Par contre, lui, ce qu'il va me donner ici, c'est plus un résultat, c'est plus bloquant, il va me donner une future. Je vais avoir un résultat. Donc, pendant ce temps-là, je peux émettre l'événement, invoquer mon service, récupérer le résultat, et positionner mes assertions. D'accord? On va l'exécuter. Et donc là, vous voyez qu'on va nettement plus loin que ce qu'on aurait tendance à faire en fait avec du mock, avec du EasyMock, ce genre de choses, mais toujours très facilement en fait. Il faut juste intégrer, voilà, c'est quoi cet objet test request, quel est le contrat sur lequel je veux m'appuyer, valider, et demander l'exécution de ce test. Donc là, vous voyez, ça y est, j'ai un test vert. Donc là, je suis allé beaucoup plus loin que ce que je faisais auparavant. J'ai vraiment en fait englobé tout le scope. Parce qu'en tant que responsable de la production de cet événement, ben, je me dois pas simplement dire « ouais, en Java, j'ai mis un événement, je suis content, c'est bien ». Et je dois dire « oui, quelqu'un saura l'utiliser ». Donc, grâce à Sync API, je suis capable de dire, voilà, la partie broker a été démarrée automatiquement. Bien sûr, Microx va checker que toute la partie send a été faite, mais aussi que le message il est bien sérialisé, il est bien envoyé sur le fil, il atterrit bien dans le bon topic, et puis je vais pouvoir le relire en tant que consumer, et surtout, il est exactement conforme à l'aspect que j'avais défini. Donc là aussi, quand vous gérez du multiversionning des événements, parce que vous avez des nouvelles données intégrées dans des événements, voilà, sûrement vous continuez d'émettre des événements différents de versions
pendant toute une période de temps. Donc super intéressant de voir, voilà, vous en émettez un, vous en émettez deux, est-ce qu'il a la version 1, la version 1.1, est-ce que tout est toujours conforme, etc., etc. Donc là aussi, très simple, toujours en restant sur le même modèle de test. Fin de notre partie 2. On n'a pas négligé la partie développeur expérience et on a tout un ensemble d'outils maintenant pour véritablement déjà simplifier la vie, nous alléger un petit peu l'existence en termes de gestion des dépendances, voilà. En termes de coûts. C'est bien aussi pour les ours polaires de plus avoir à maintenir des environnements complets, partagés en remote par plein de développeurs qui cassent généralement les environnements. Et puis on a gagné énormément en fait en testabilité et puis en confiance. Voilà, on sait en tant que fournisseur de notre API que voilà, il n'y a pas que notre code Java qui est bon, mais il y a tout ce qui est autour, tout ce qui est périphérique et qui garantira que notre API elle pourra être réutilisée telle qu'elle. Et ça, donc, du coup, grâce à Micros. Ok. Allons un peu plus loin encore. Introduisons encore plus de résilience dans notre application. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est très naïf, mais on va se dire que voilà, ce process de prise de commande, il est crucial pour notre petit magasin de pizza. Il faut absolument le mettre sous contrôle. Et déjà, on veut l'accélérer. Donc on va faire en sorte que tout s'exécute en async. Bon, c'est bien, on a commencé à mettre des événements, donc tout doit s'exécuter en async. Mais comme il est crucial et qu'on n'est jamais à l'abri d'un outage, on veut que ce soit durable. D'accord, donc effectivement, si j'ai eu un crash après avoir envoyé l'événement à la cuisine, je veux quand même être capable de récupérer cet événement et de poursuivre en fait tout ça, mon petit workflow. Et c'est là où on va justement introduire cette notion de workflow et voir comment Dapper va pouvoir aussi vous aider à faire du workflow, mais j'ai un workflow simple. On ne va pas rentrer dans des travers de BPMN, ce genre de choses que vous avez peut-être connu autant jadis. Mais un workflow simple, là aussi, illustré et apporté par justement ce SDK Lightweight qui est fourni par Dapper. Donc l'idée, c'est que c'est votre app qui va toujours être maître de la définition du workflow. Quels sont les workflows, quelles sont les différentes activités, quels sont les points d'inflexion, les points de jonction de votre workflow. Et c'est Dapper qui va faire l'engine permettant d'assurer justement la durabilité, le suivi de statut, etc., etc. Donc, la chose intéressante, c'est qu'on va pouvoir faire du workflow as code, là aussi sur nos différents SDK de la même façon, en .NET, en Node. On va juste implémenter une classe workflow. En fonction du framework que vous avez choisi, voilà, on s'intègre avec ça s'intègre avec les primitives du workflow, du framework. Donc, on a une petite annotation add component pour Spring. Et en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va simplement appeler des activités dans le workflow. Et chaque activité va être implémentée avec une classe. Tout simplement, une classe qui implémente Workflow Activity et qui donc récupère du contexte. Si je regarde rapidement ce que ça donne, hop, voilà, j'ai mon workflow. Donc vous voyez, j'appelle des activités. Et la chose intéressante, c'est que voilà, j'attends aussi des événements. Donc en fait, le workflow va s'intégrer automatiquement avec toute la partie événementielle. Et ça reste en fait très simple et très lisible. Ici, voilà, une activité, si je veux voir, voilà, Place Order to Kitchen, c'était une activité, et c'est là où je fais l'appel à la cuisine. Bien sûr, j'ai oublié. Donc, la chose intéressante, c'est que c'est Dapper, le runtime aussi, qui va s'occuper de toute la partie, justement, suivi du state machine de votre workflow. Toute la partie durabilité. D'accord. Si vous restartez suite à un crash, effectivement, il y a une resynchronisation qui est faite au niveau du runtime Dapper, qui recommunique avec votre application pour réinitialiser les objets workflow au bon endroit et repositionner, en fait, justement, les activités là où elles s'étaient arrêtées. Donc, il y a un petit talk fait par mon collègue Mauricio qui est super intéressant sur ce sujet. Les slides seront disponibles de toute façon.
Donc voilà, notre workflow, une classe, et puis on l'a vu, call activity, et surtout wait for external event. Donc ici, on va se mettre à attendre les éléments extérieurs qui viennent de la cuisine, qui viennent du service de delivery. Ok, donc on a rajouté des workflows. En fait, vous l'avez déjà vu le workflow en démo. Et puis, bah bien sûr, comme on est dans l'ère de l'AI, ce qu'on voulait, c'est aussi que nos workflows puissent être triggerés en fait, par des LLM. D'accord ? Et donc, on a rajouté dans cette démo aussi toute une partie connexion avec la partie AI. Donc, si je redémarre un petit peu mon application, en local ici, vous allez voir que sur mon interface, on est bien, on y arrive, sur mon interface, j'ai la possibilité de... Oui, c'est bon. De faire un AI prompt. Donc ici, je peux juste taper, voilà, je veux une pepperoni and beer. Et je peux envoyer le prompt. Si tout va bien. Voilà. Donc j'ai une petite intégration avec la partie AI LLM. Et puis derrière, je déclenche un workflow standard. Donc là aussi, je vous encourage à aller regarder. Tout ça, du coup, s'intègre dans le workflow d'Apple. Peut-être une chose intéressante, remarque que vous faites, ça a été super vite. La partie, effectivement, AI. L'interprétation du prompt, le déclenchement de la commande avec les bonnes choses, les bons items, ça a été super vite. Ben, oui, ça a été super vite parce que, en fait, comme on est fainéant et comme on ne veut pas dépendre et perdre du temps avec un service externe qui va mettre du temps et qui va aussi consommer des tokens et qui potentiellement va être super difficile à intégrer dans ma CI, ça c'est un test en utilisant Olaman en local. Vous voyez, il faut plus de 2 minutes pour pouler, donc vous imaginez ça, si à chaque fois vous mettez ça dans votre GitHub Action, bon, voilà. En tant que développeur, bon, ok, c'est important de tester le prompt, mais pour autant, est-ce que c'est important de passer par l'étape prompt à chaque fois qu'on fait un test IHM? Non. On ne pense pas. Donc en fait, ce qu'on a voulu faire dans cette démo, c'est de se dire aussi, ben, on va moquer OpenAI. Parce que finalement, OpenAI, c'est aussi une dépendance externe. Et pour ça, on a utilisé en fait une des fonctionnalités de Microx qui est de dire, ben voilà, on va pouvoir en fait fusionner plein de définitions d'interfaces, de services. Ok, l'OpenAPI, c'est souvent l'artefact primaire, mais on va pouvoir utiliser plein d'autres choses qui vont nous permettre aussi de définir le comportement et les samples de nos mocks. Et en fait, la seule chose à faire pour moquer OpenAI, c'est de se faire un petit snippet, voilà, de YAML comme ça, et de se dire, ben voilà, tu vas me définir des nouvelles complétions. Donc par exemple, quand ce sera relatif au pepperoni et à la bière, bon, en fait, tu vas me renvoyer un ordre qui ressemble au JSON que j'ai en bas, avec les catégories, tout ça. Et donc ça, je vais pouvoir me définir des complétions avec mes use cases les plus fréquents, donner ça à Microx, et Microx va être aussi capable complètement de simuler toute la partie OpenAI. Donc là, vous gagnez du temps en dev, vous ne dépensez pas inutilement des tokens chez OpenAI, et tout le monde est heureux. Ok. Alors j'avais une dernière partie, je vous le laisserai en mode effectivement découverte personnelle, mais c'est de se dire, ok, bon, on a de l'AI, on a du workflow, on a des events, c'est pareil, ça commence à devenir ingérable d'un point de vue test. Donc là aussi, qu'est-ce que vous auriez fait jusqu'à présent? Bah, toujours une approche mock, et puis en fait vous testez que voilà, quand je reçois un événement, bah, j'appelle la préparation enfin je déclenche la delivery. Mais finalement, vous ne testez pas grand-chose. Et là, l'idée, c'est de vous montrer qu'il y a un test complet qui existe dans l'application qui permet en fait de tester tout ça. Et de se dire, en fait, j'inclus Microx, Async API. Ce que j'ai juste à faire au niveau de mon test, c'est juste démarrer un workflow au niveau de Dapper. Et en fait, là, en fait, je vais pouvoir... J'ai un bug dans le slide. Non. Là, voilà, je vais pouvoir aussi compter sur toute cette partie dynamique et finalement en fait tester mon workflow dans l'entièreté et toujours au sein d'un seul test JUnit sans avoir à mettre en place des choses complexes, sans avoir à déployer des environnements complets, simplement en utilisant des simulations d'output. Ok,
J'en arrive à la conclusion. Donc, ce qu'on a fait, si vous avez bien suivi, c'est ça, c'est se dire, moi, je suis uniquement focusé sur le Monster Service. Tout le reste, c'est des simulations fournies par Microx, et c'est des sidecars Dapper, en fait, démarrés automatiquement par test container. Donc, j'ai quelque chose de super léger, et puis j'ai quelque chose aussi de complètement transportable. Ok, là, on l'a fait sur du Java. On a la même chose en Node, on a la même chose en Go, on a la même chose en .NET. Donc super intéressant, c'est une approche complètement en fait, reproductible et scalable si vous gérez plein de stacks différentes. On s'est intéressé aujourd'hui au poste du dev, mais là aussi, cette approche-là elle est utilisable sur vos environnements aval. Donc si vous vous demandez pourquoi on déploie des environnements complets pour faire des tests de pair, pour faire de la QA, pourquoi on les maintient toujours en vie, il y a peut-être aussi des choses plus intelligentes à faire, dans le sens où on peut déployer là aussi des simulations pour ne pas avoir à déployer plein de fois des environnements complexes. Et donc les key takeaways de cette session, j'espère que vous aurez retenu, c'est que voilà, construire des applications distribuées en entreprise, c'est compliqué forcément parce qu'on a plein d'exigences. Donc rendre les applications portables, ça devient possible avec Dapper, parce que justement on a ce SDK qui libère en fait le développeur, qui a juste à utiliser ces API, et en fait on se donne un levier d'abstraction supplémentaire. La développeur expérience, on le sait tous, est super importante pour nous, et c'est là où en fait on va pouvoir leverager Microx et tous les artefacts qu'on a sûrement déjà dans l'organisation pour rendre ça facile, pour utiliser des simulations légères, et pour avoir une meilleure expérience, quelle que soit la stack, encore une fois, complètement portable et transportable. Voilà, merci beaucoup, et n'hésitez pas, le petit feedback, toujours super. Merci. La présentation, on a donc 2 minutes pour poser des questions. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle ? Comment est-ce qu'on fait pour avoir un scénario dans lequel on fait de la synthétique et où en fait le partenaire moqué doit renvoyer une réponse avec certaines valeurs qui dépendent de l'entrée? Il y a des moyens de mettre des variables, des choses comme ça pour faire de la tempétisation? Oui, tout à fait. Tout à fait. On a toute une partie dynamique dans Microx et on peut spécifier que effectivement telle partie, tel élément de la réponse doit être composé à partir de tels éléments de la question. Donc là, après, effectivement, l'investissement à faire, c'est effectivement se déclarer, compléter nos samples avec effectivement différents niveaux plus ou moins intelligents en fonction de ce qu'on veut reproduire, mais effectivement, on va pouvoir utiliser toute cette partie templating. Merci pour cette présentation. Au niveau simulation, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin et tenter, je pense que c'est si on arrive à coder, mais est-ce qu'on peut faire des race conditions pour voir comment ça se comporte? Des race conditions entre, tu veux dire, au niveau des événements reçus? Oui, tout à fait. Donc là aussi, il y a différentes stratégies de dispatching des événements et tu vas pouvoir te dire, voilà, je veux recevoir un gros batch ou je veux serialiser, voilà. Donc, on a plein de choses là-dessus, on a plein de choses aussi en préparation là-dessus, donc voilà, on commence à avoir pas mal d'adopteurs qui s'amusent pas mal avec ça, aussi sur le bridge, entre justement synchrone et asynchrone, mais voilà, on peut faire ça déjà. Sur toute la partie synchrone aussi, on va pouvoir simuler de la latence avec différentes stratégies pour voir justement comment notre système under test il se comporte quand on a des dépendances qui commencent à exister. Voilà, on s'arrête là. N'hésitez pas, je suis là toute la journée. C'est un plaisir de poursuivre dans le hall. Merci.